Et on va te laisser te présenter, Stéphane, pour nous permettre d'avoir plein de renseignements concernant le financement bancaire dans cette période qui peut être un peu compliquée actuellement par rapport à la crise sanitaire. Je pense que tu peux être de très bons conseils sur le rôle des banques, ton rôle à toi en tant que courtier en crédit et puis du coup, comment monter son projet de financement. Ok, donc je dis déjà bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphane Mullier, je suis courtier en charge de financement professionnel, franchisé indépendant au sein du réseau Crédit Pro et j'accompagne les entrepreneurs, c'est-à-dire tout ce qui est artisans, commerçants, professions libérales, TPE, petites PME, dans la recherche de leur financement, aussi bien dans le cadre d'une création, d'une reprise, du financement des murs ou achat de matériel, achat de parts sociales et autres. Et moi, j'ai ouvert mon cabinet sur Chartres, parce que j'interviens sur toute l'Eure-et-Loire depuis décembre 2018. Voilà pour la présentation. Après, je vais faire juste un petit préambule concernant les banques. Ce que j'entends souvent, les porteurs de projets, se dire aujourd'hui les banques financent plus, c'est pas normal, on comprend pas. C'est vrai que les banques ont un rôle très important dans le financement de l'économie, notamment dans le financement des créateurs d'entreprises. Mais il faut avoir quand même en tête bien conscience qu'une banque, c'est une entreprise privée, c'est une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, ne serait-ce que pour payer ses charges, comme toute entreprise, payer ses salariés, payer ses locaux, payer. Voilà. Donc, elle a besoin de gagner de l'argent. Et sur un financement, il faut bien avoir conscience que la banque ne gagne pas d'argent. Elle prend beaucoup de risques. Certes, c'est un outil de conquête pour elle, mais c'est vrai que c'est prendre un gros risque pour un gain qui est vraiment quasiment nul. Donc, c'est pour ça aussi que les banques, on peut avoir l'impression qu'elles sont très pointilleuses. D'où d'où l'intérêt d'avoir un dossier vraiment en béton. Donc, je vais voir avec vous, voilà, les différents points qui sont étudiés par les banquiers. Alors déjà, quand vous avez un projet, on va dire, de création, donc vous avez travaillé avec un expert comptable, ce que je vous conseille pour faire un bon provisionnel, et vous allez vous présenter auprès du banquier, qu'est-ce qu'il va regarder? Déjà, il va regarder l'activité. Dans quel domaine d'activité vous vous lancez? Dans la création ou alors dans une reprise? Voir si c'est une activité qui est porteuse, quelle est la concurrence, est-ce que c'est une activité qui est un peu en déclin? Voilà, déjà, ça va leur donner une petite idée, sachant qu'il y a certaines activités où les banques ne vont pas aller, et puis ça varie aussi, soit parce que c'est des activités vraiment très à risque. Je vais prendre un exemple classique, les boîtes de nuit. Là, très clairement, c'est vraiment le genre de domaine où les banques n'aiment pas aller, parce que là, il y a vraiment trop de risques, notamment de fermeture administrative. Mais après, en fonction aussi de la politique commerciale ou de la politique risque et de l'environnement, il y a des activités parfois où ils vont ralentir, ils vont aller un peu moins, et après ils vont revenir. Donc ça, c'est le premier point. Une fois Typiquement, que c'est Stéphane, comment les banques vont analyser ces différents domaines d'activité qui sont plus ou moins porteurs? Est-ce qu'ils vont chercher des statistiques ou est-ce qu'ils ont je dirais, un retour de l'économie générale ou du gouvernement là-dessus? ils ont les statistiques en interne, ils ont énormément de données, ils ont leurs statistiques, puis ils sont capables d'aller en chercher d'autres. Et c'est aussi au niveau des résultats en interne, si sur une activité, la banque au niveau régional, au niveau national, s'est pris plusieurs ardoises. Elle est tombée, et voilà, c'est des affaires qui sont tombées, qui n'ont pas marché. Et ça leur a coûté cher. Donc généralement, quand c'est comme ça, ils mettent un peu le frein sur le sujet. Ils reviendront par la suite, mais dans un premier temps, ils vont mettre un peu le frein. Ou alors, si on a l'exemple aujourd'hui avec le cas de la crise sanitaire, typiquement toutes les activités qui sont impactées directement par la crise sanitaire, aujourd'hui, certains établissements commencent à revenir un peu sur la pointe des pieds, notamment je pense à la restauration, mais d'autres n'y vont pas du tout pour l'instant, parce que c'est trop flou. Très bien. Après, donc, l'activité. Ensuite, le projet. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dans le projet? Donc, vous avez le business plan qui est fait, avec chiffre d'affaires, marge, résultat, généralement sur 3 ans. Voilà, tout est à l'équilibre. Point important, déjà, c'est est-ce que les ratios correspondent à la réalité du marché? Et aussi, les banques ont des statistiques permettent de savoir que dans tel domaine, c'est plutôt tel taux de marge brute avec tel taux de frais de personnel et autres. Donc, ils regardent déjà cette cohérence. Et après, il faut savoir l'expliquer, le chiffre d'affaires.
C'est-à-dire que la première année, on va faire 200, 300, 400 000, peu importe. Faut savoir l'expliquer. Comment on le fait. Donc tout ça, est-ce que c'est bien détaillé? Si on prend, par exemple, on va prendre un restaurant. Voilà, on part sur 300 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord. Quel est le planning moyen? Combien de couverts on a prévu par service? Combien de jours d'ouverture? La salle peut accueillir combien de personnes? Voilà, tout ça permet d'expliquer comment on va réaliser le chiffre d'affaires. Tu vois, Et ça c'est après, super intéressant ce que tu dis, Stéphane, parce que ça c'est un point qu'on aborde très souvent nous avec les porteurs de projets qu'on accompagne, c'est comment expliquer son chiffre d'affaires. C'est que c'est pas la, je veux dire, il faut pas non seulement sortir un chiffre et dire que ce chiffre-là nous permettra d'assumer nos charges et tout ça. Il faut être en capacité de pouvoir l'expliquer. Et un chiffre d'affaires qu'on n'est pas en capacité d'expliquer, on va avoir du mal même à réussir à le faire, ce chiffre d'affaires, parce il doit représenter quelque chose. tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'utilité double, comme tu l'as très bien dit. C'est d'une part, pouvoir le justifier et d'autre part aussi pour l'avenir, parce que c'est le prévisionnel, ça va être également la feuille de route pour savoir si une fois qu'on s'est lancé, si on est dans les clous ou pas. Donc effectivement, c'est à ce niveau-là hyper important. Et important aussi de regarder ce qui se fait alentour. Parce que au niveau, on prévoit un chiffre d'affaires. Est-ce que les concurrents alentour atteignent ce chiffre-là? Oui, non, pourquoi? Comment ça s'explique? Là, faut être en cohérence aussi également avec le marché. Je vais prendre un autre exemple qui est les instituts de beauté. Si on se lance dans ce domaine-là en se disant la première année, je vais faire 150 000 euros, on sait que la moyenne nationale des chiffres d'affaires d'instituts de beauté, c'est 60-70 000 euros, il y a peut-être un problème. Ou alors, il y a de très bonnes raisons. Faut vraiment être costaud pour expliquer comment on va faire. On va faire quasiment le double du marché. Tout ça, c'est des points importants. Après aussi, la marge, quel est le taux de marge qui sera pratiqué, comment on a déterminé ce taux de marge. Et encore une fois, est-ce que c'est en cohérence avec les standards du métier? Et pour atteindre tout ça, quelle politique commerciale mettre en place, quelles prestations, quels moyens à la fois humains et matériels on a pour réaliser tout ça. Très clairement, si je vais toujours prendre l'exemple d'un restaurant, si on prend un restaurant, on se dit, tiens, moi, mon projet, c'est de faire un restaurant cuisine traditionnelle, de qualité, produit du terroir. Mais pour être sûr d'avoir beaucoup de clients, je vais faire un menu à 11 euros et je vais fournir chez Métro. Et je vais faire un taux de marge à 70%. Donc, il y a des choses qui sont un peu incohérentes dans tout ça. Donc, tu Et puis en rappelles bien plus, qu'en fin de compte, dans le montage du projet, pour le financement, pour obtenir un financement, eh bien, on étudie plusieurs points qui sont voilà, étudiés avant justement le financement. tout à fait. Et que tout soit bien en cohérence. Parce que si on C'est un dit mot qu'on qui va faire revient souvent en fin de compte dans l'accompagnement des porteurs de projets, que ce soit dans la phase de montage de projet, que ce soit dans la phase de financement, ce mot cohérence est indispensable. Il faut répondre à cette valeur. Un dossier doit être cohérent et donc en adéquation avec le projet, mais aussi le porteur de projet. Et ça, c'est une chose que tu étudies aussi. Voilà, tout à fait. Parce qu'après, donc, il y a le projet, et puis on regarde aussi la trésorerie de départ, est-ce qu'elle est suffisante et autres. Et effectivement, il y a l'adéquation porteur de projet. Donc, quel est le profil? Est-ce que la personne qui se lance a l'expérience dans le métier? Toujours pour prendre la restauration, on s'improvise pas restaurateur du jour au lendemain. C'est pas parce que les amis viennent à la maison en disant tu fais de la super cuisine, il faudrait que tu te lances, qu'on est capable d'être restaurateur. Donc l'idéal, c'est d'être du métier. Après, on peut très bien, dans la vie est pleine de surprises, on peut très bien un jour changer d'orientation. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a mis en place pour être en capacité, en mesure de savoir tenir l'affaire? Si c'est juste faire un stage de 15 jours derrière le bar de Tonton Michel, je pense pas que ce soit suffisant pour tenir un restaurant. Par contre, si on est allé au CFA, on a fait une formation, on a fait vraiment des véritables stages en immersion, etc. Voilà. Là, c'est vraiment se donner les moyens. Parce que même au-delà du financement, c'est assurer la pérennité du projet. Être sûr de réussir. Donc, l'adéquation porteur de projet est vraiment un élément clé dans l'étude du dossier. Et toujours pour le porteur de projet, on va étudier également sa situation personnelle. Aujourd'hui, sa situation personnelle, où il en est. Est-ce qu'il est marié, célibataire, enfant, pas d'enfant, quelles sont ses charges, est-ce qu'il a des prêts en cours? Est-ce que s'il se lance et qu'il n'a plus vraiment de revenus, est-ce que là, au niveau familial, il va pouvoir s'en sortir ou pas? Ça, c'est des éléments qui sont essentiels parce que la banque ne prendra pas le risque de mettre le porteur de projet en danger à titre personnel.
Tout Donc à fait. c'est Ça, c'est aussi un des points qu'on étudie chez Initiative Eure-et-Loir quand on fait passer nos dossiers au sein du comité d'agrément. Le comité est très bienveillant justement sur la situation du porteur de projet. Le but, c'est de pérenniser l'activité et non pas de mettre en difficulté le porteur de projet par la suite. Donc, voilà, c'est exactement ça. aussi bien toi que nous, au niveau Mm. d'Initiative Eure-et-Loir, on a vraiment à cœur de faire le nécessaire et les banques font exactement la même chose. Mm. Et ça, c'est un élément, c'est vraiment un élément clé. C'est pour ça aussi que les banques vont demander toutes les infos à titre personnel, et notamment les relevés de compte. Les relevés de compte pour deux raisons, pour voir c'est ce qu'on a évoqué précédemment, mais aussi ça permet, si la personne est tout régulièrement à découvert, il y a peu de chances que la banque le suive, parce qu'elle va, ça met le doute sur sa capacité à bien gérer. Donc c'est pour ça aussi que les banques se regardent les relevés de compte. Ça, c'est dans le cas d'une création. Après, dans le cas d'une reprise, ils vont regarder s'il est, enfin, si c'est quelqu'un qui se lance pour la deuxième fois, ils vont regarder les résultats de ses affaires précédentes, si c'était bon gestionnaire ou non. Voilà. Mais la situation personnelle du porteur de projet est essentielle également dans l'étude du dossier. Et après, et après, c'est le plan de financement. Est-ce que le plan de financement est cohérent? Déjà, qu'est-ce que la banque va financer? Parce que il y a tout ce qui est immobilisation corporelle, voire incorporelle, la banque les finance. Dès que c'est de la trésorerie, du stock, c'est un peu plus compliqué déjà. Donc, déjà, elle va regarder ce qu'elle finance, sur quelle durée, quel matériel, quel type de financement choisir, est-ce qu'on va prendre du crédit moyen long terme ou alors du crédit bail, et le niveau d'apport du porteur de projet. Parce que l'apport, c'est incontournable. C'est incontournable pour deux raisons. Un, ça rassure le banquier. J'ai un projet, monsieur le banquier, j'y crois. D'ailleurs, j'y crois tellement, je mets de l'apport aussi, je mets de l'argent sur la table aussi. Je partage le risque. Et la deuxième chose, c'est que cet apport, et c'est l'importance aussi de s'orienter vers l'initiative Eure-et-Loir, avec les prêts d'honneur, cet apport plus le prêt d'honneur vont servir également à la trésorerie. Et on voit très bien que la situation Exactement ça. actuelle, pardon? C'est exactement ça. En fait, c'est Voilà. un duo entre les financements bancaires, le financement du porteur de projet et les financements alternatifs comme Initiative Eure-et-Loir ou autres dispositifs de prêt à taux zéro. On est là pour abonder les apports personnels. Nous, pour nos dispositifs, on n'a pas forcément besoin que le porteur de projet apporte de l'argent, bien au contraire, ce n'est pas le problème. Mais par contre, pour solliciter une banque, la banque va forcément demander à ce que le porteur de projet prennent aussi du risque, puisqu'ils demandent à la Mmh. banque de prendre du risque. Donc, c'est en totale adéquation avec ce que tu viens de dire, c'est que nous, on finance des parties qui sont moins finançables par la banque, de la trésorerie ou du stock, où c'est plus difficile de faire financer par la banque ce genre de choses. Mais on a fait intervenir les banques sur ce moment pour de l'investissement plutôt matériel et avec un apport du porteur de projet. Voilà, bah c'est exactement, c'était bien résumé ce que j'allais dire. Tout à fait ça. Donc, qui est vraiment la trésorerie, surtout que la situation actuelle, on voit très bien que la trésorerie est hyper importante. Bien déterminer le montant de trésorerie nécessaire, parce qu'il peut se passer plein de Et choses. d'après toi, Stéphane, pour essayer de faciliter la vie à nos porteurs de projets quand ils montent leur projet, pour estimer une trésorerie, sur quoi on se base? Ben là, ça dépend de l'activité. Là, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend, et d'où l'importance aussi de faire un business plan avec un expert comptable qui va, dans son business plan, il va tout détailler, hein, l'investissement, le compte de résultat, les bilans, et les bilans notamment vont permettre de déterminer le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement que le client aura besoin, ce qui permettra de Dans, déterminer la trésorerie prévisionnelle future. et quand Euh, tu interviens auprès de tes porteurs de projets que tu accompagnes généralement, est-ce qu'ils ont des bonnes notions justement de savoir ce que c'est qu'un fonds de roulement, une capacité d'autofinancement et tout ça? Est-ce que ça, ce sont des notions que tes porteurs de projets connaissent? Ou est-ce que tu passes du temps à les aiguiller sur ce que ça représente? Généralement, non, ils ne connaissent pas vraiment, parce que c'est clair qu'on peut pas être bon partout. On peut être un très bon cuisinier ou un très bon peintre ou autre, et pas maîtriser la compta. On peut pas être bon partout. Donc non, c'est vrai que c'est des notions qui peuvent être un peu obscures. Donc en fait, pour faire simple, c'est par rapport à l'activité, quel est le délai de paiement fournisseur? Est-ce qu'il est plus ou moins long? Et quel est le délai de paiement client? Si on s'aperçoit que les délais de paiement fournisseurs sont longs et les délais de paiement clients sont courts, voire c'est paiement comptant, là, on sait que le besoin de trésorerie sera plutôt faible. Par contre, si on a des délais de paiement clients qui sont un peu longs, on prévoit une trésorerie plus importante.
et tenir compte d'un deuxième élément, je pense, qui est essentiel, c'est que voilà, on se lance, mais est-ce que l'activité va bien démarrer tout de suite? Est-ce qu'il va pas y avoir un Xème confinement ou lors des travaux dans la rue, ou n'importe quoi qui peut entraver, entraver un peu le bon démarrage de l'activité. Donc, se prendre une réserve par rapport à ça, notamment pour le démarrage, pour faire Génial. face aux imprévus. D'où l'importance de bien estimer justement cette trésorerie de départ et ne pas hésiter à investir dans cette trésorerie-là. Vaut mieux Mmh. en avoir trop que pas assez clairement sur le départ parce qu'on ne sait jamais ce qui pourra arriver demain. Voilà, tout à fait. C'est un peu la trésorerie, et on voit très bien aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est ça. Mais ça, c'est le nerf de la guerre sur toute la durée de vie d'une entreprise, en fait. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Ne Que ce serait-ce soit pour le qu'après. lancement, que ce soit à un moment donné quand il y a des problématiques économiques générales sur un secteur d'activité, quand il peut y avoir une problématique de matériel, une panne ou des choses comme ça, il faut toujours réussir à estimer une trésorerie de roulement qui est nécessaire pour subvenir ou au cas où. Mmh. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis pour également, si jamais ça se développe bien, pour pouvoir développer le financement. Parce que une affaire qui se développe, qui est très rapidement, nécessite beaucoup de trésorerie aussi. Même Tout si à fait. après, il y a des solutions qui peuvent être apportées par les banques, mais c'est toujours bien d'être pas trop dépendant quand même des établissements bancaires, de garder une certaine autonomie à ce niveau-là. C'est ça. Et toi, du coup, dans ton travail en général, pour accompagner des porteurs de projets, tu fonctionnes comment avec eux? Donc, déjà, tous les points que j'ai évoqués précédemment, c'est tous les points que j'analyse. Déjà, je passe, comme je fais contrairement aux banquiers, moi, je fais que du financement. C'est la chance que j'ai par rapport à eux. Je fais que du financement, donc je peux consacrer du temps pour le projet, à bien les connaître, à savoir qui ils sont. Parce que pour moi, l'humain, c'est quand même l'essentiel dans un projet. C'est l'humain qui va faire la différence. Donc, je passe du temps avec eux pour bien les connaître. Et après, j'analyse tous les points que j'ai évoqués précédemment, donc l'activité, le projet, l'équation pour le projet, etc., le projet, le plan de financement. Voilà, j'analyse tous ces points-là. Après tout ça, moi, je les résume, parce que je vais faire une note de synthèse pour présenter tout ça en banque. Une note de synthèse de 2, 3 pages, pas plus. Tout simplement, parce qu'un banquier, il a comme ça paraît pas comme ça, mais ils ont des journées bien chargées. C'est vrai que quand on rentre dans un établissement bancaire, on se dit c'est calme, c'est tranquille. Mais non, c'est intense. C'est une journée bien chargée, donc lire une note qui fait 15 pages, ils n'ont pas le temps. Donc, je résume toute la situation en 2, 3 pages. Le projet, qui est le porteur de projet, l'environnement, la concurrence. Voilà, je résume tout ça, accompagné d'un compte de résultats prévisionnel et d'un plan de financement qui précise, voilà, tout ce qu'il faut payer, que ce soit l'achat du fonds de commerce, les frais de terre, du matériel, des travaux, un peu de stock, etc. Et ce qu'on met en face, l'apport du porteur de projet, les prêts d'honneur initiative Loire. Après, ça peut être des prêts brasseurs, d'autres choses qui viennent se rajouter. Et voilà combien on demande à l'établissement bancaire. Euh, donc, j'envoie tout ça avec toutes les pièces, tous les justificatifs qu'a besoin la banque. Donc, ça, je demande au porteur de projet. Tout c'est rassemblé ensemble. Et ça part automatiquement, grâce à un logiciel, ça part directement en banque. Sachant qu'au préalable, j'aurais également discuté avec le porteur de projet, savoir quel montage financier on fait. Est-ce qu'on fait que du crédit classique? Est-ce qu'on fait du crédit classique avec un peu de crédit bail à côté? Est-ce qu'on fait appel à du crowdfunding? Voilà, à du prêt brasseur, du prêt meunier et autres. Voilà, on regarde un peu toutes les sources de financement possibles et ce qui est le montage qui serait le plus optimum pour que le projet aboutisse. Et après, voilà. Donc tout ça, je l'envoie au banquier. Ensuite, une fois que c'est envoyé, moi, ça me permet également d'échanger avec le banquier. Ce qu'il a pensé du projet, est-ce que ça lui convient, est-ce qu'il y a des choses qui gênent un peu, comment on peut modifier tout ça. J'organise les rendez-vous avec le porteur de projet. Parce que quand je disais que l'humain est vraiment au centre de tout ça, le banquier a besoin de rencontrer le porteur de projet. C'est important. Donc, j'organise des rendez-vous, j'accompagne le rendez-vous et j'accompagne le porteur de projet jusqu'au moment du décaissement des fonds où là, il devient que le client de la banque. Je reste toujours disponible au cas où, mais voilà, ma mission s'arrête au moment du décaissement des fonds, sachant qu'entre-temps, j'aurais continué à gérer les relations avec les partenaires bancaires, sur les questions qui pourraient se poser, et puis après, j'analyse les offres. Quand il y a acceptation, j'analyse les offres, je négocie. Donc il y a le taux, on parle c'est ce qui est le plus visible, le taux. Donc on pense ça en priorité, mais il n'y a pas que.
Il y a le taux, il y a les frais de dossier, il y a les coûts des conventions de compte, le coût des assurances, il y a, s'il faut un terminal de paiement, le coût des commissions bancaires. Voilà, moi j'analyse tout ça, je négocie sur l'ensemble de ces points et après pour présenter l'offre la plus pertinente au client. Donc le but n'étant pas forcément d'avoir l'offre la moins chère, d'avoir le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans. Et point et important, c'est qu'il faut aussi que le courant passe bien entre le porteur de projet et le conseiller bancaire à qui il aura affaire à l'avenir. Voilà aujourd'hui ce que j'apporte aux porteurs de projet, sachant que quand je suis avec un porteur de projet, c'est la chance de pouvoir avoir des relations avec différents organismes, que ce soit l'initiative Valoir, mais ça peut être d'autres organismes qui accompagnent des porteurs de projets, qui les aident à faire des business plans ou faire des études de marché. Voilà. Donc, suivant la maturité du porteur de projet, je vais l'orienter vers tel et tel organisme pour qu'il se fasse accompagner. De telle sorte qu'il est, et surtout, pour que le jour où il se lance, il a vraiment toutes les armes et tous les outils pour réussir. Le plus important, c'est voilà, c'est un projet, généralement c'est un projet de vie, donc c'est important de tout mettre en œuvre pour y arriver. Ça marche. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un petit point sur lequel tu n'as pas abordé, un point que tu n'as pas abordé, c'est celui de la caution bancaire. C'est souvent dans les projets, je veux dire, nous, dans notre produit d'Initiative Eure-et-Loir, le prêt d'honneur d'Initiative Eure-et-Loir, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie personnelle. Donc, on n'a pas de problème de caution. Par contre, quand on va aller voir les banques, elles demandent aussi justement une caution. Ça peut être un nantissement sur un fonds de commerce, ça peut être une caution personnelle, ça peut être une caution via un autre établissement qui fait du cautionnement bancaire. Donc toi, tu te situes comment là-dessus? Est-ce que tu leur expliques quels sont les différents moyens de cautionner un prêt? Qu'est-ce que ça implique pour le porteur de projet? Quel risque il court avec telle ou telle caution? Tu peux nous aiguiller là-dessus, s'il te plaît? Oui, ça, c'est des sujets que j'aborde également avec le porteur de projet. Tout simplement, parce que comme je disais tout à l'heure, la banque prend un gros risque à prêter de l'argent. Donc, elle va essayer quand même de se garantir au cas où. Donc, il y aura les contre-garanties classiques de type BPI ou CIAJ qui vont intervenir de 50 à 70% du montant financier quand c'est une création, notamment. Mais il reste 30 ou 50% qui n'est pas couvert, où le risque n'est pas couvert. Donc, la banque va prendre un nantissement de fonds de commerce, par exemple, si c'est un fonds de commerce, elle va prendre un nantissement de fonds de commerce, sachant que c'est un peu symbolique, puisque la valeur d'un fonds, si le commerce se casse la figure, le fonds de commerce ne vaut plus rien. Mais c'est une garantie de principe. Et après, bien sûr, la caution personnelle, pour deux raisons. La première, c'est la banque, c'est également une façon de se protéger du risque, mais aussi, ça démontre un engagement de la part du porteur de projet. Si le porteur de projet se lance en disant, moi, je veux pas de caution, parce que s'il y a un problème, je veux pas payer, c'est plutôt un signal inquiétant. Donc, forcément, il y aura caution personnelle qui peut varier, voilà, qui peut être jusqu'à 50%, voire un peu moins, parce qu'on peut après chercher également d'autres organismes qui peuvent accompagner sur la caution. Je parlais des brasseurs, mais certains brasseurs proposent également une caution pour alléger celle du client. Il y a d'autres organismes qui peuvent accompagner des demandeurs d'emploi qui se lancent pour la caution. Mais il y aura forcément caution de la part du projet. Alors, les conséquences pour lui, c'est que si jamais son affaire se casse la figure, il va falloir qu'il rembourse hauteur de sa caution. S'il emprunte 100 000 euros, qu'il est caution à 30%, donc forcément, il aura 30 000 euros à rembourser à titre personnel. Après, tout ça, une négociation qui se met en place, ce sera pas forcément tout de suite, il y aura peut-être ils pourront mettre en place des échéances ou autres, mais effectivement, ça engage son patrimoine personnel à ce niveau-là. Donc, c'est un risque pour le porteur de projet, mais déjà, se lancer, c'est un risque. Mais c'est incontournable, sinon ça peut envoyer un signal que l'entrepreneur a un doute, et donc la banque se dit, si lui il a un doute, pourquoi moi j'irais prendre le risque? Voilà, donc c'est important. Et la caution perso, après, c'est pas forcément, si BPI prend 50%, on va pas forcément demander 50% au client. Tout dépend des projets, tout dépend du profil des porteurs de projets. Parfois, ça peut être 30 ou 10%. Ça dépend des projets. Mais il y aura systématiquement caution perso. Et on parle du crédit, mais le crédit, c'est vaste. Il y a plusieurs formes de crédit aujourd'hui. Pour financer une création ou une reprise d'entreprise, on peut le financer de maintes manières différentes. Tu peux nous faire un petit topo sur différents crédits, je dirais, en général, qui sont utilisés pour financer une entreprise?
Ouais, le plus classique, c'est le crédit moyen long terme. Donc, pour une création, des prêts à 5-7 ans. C'est ce qui est le plus classique. Après, on peut compléter ça avec du crédit bail immobilier. C'est-à-dire si c'est la création je vais reprendre un restaurant, et on crée un nouveau restaurant, il faut changer tout le matériel de cuisine. Le matériel, on peut le financer en crédit bail. Ça peut être une forme de leasing. C'est-à-dire que la banque est propriétaire, voilà, pour caricaturer. La banque est propriétaire du matériel, et ensuite elle le loue à l'entrepreneur. Et au terme du contrat, il y a une valeur résiduelle de 1% pour acheter ça. Ça peut être une solution également qui est intéressante pour les banquiers, parce que c'est aussi un partage de risque, parce que la banque va financer le crédit moyen long terme et le crédit bail va passer par une de ses filiales. Donc ça fait un partage de risque entre filiales et en plus c'est la propriétaire du matériel. Donc c'est une garantie qui est plutôt pas mal. Il y a cette solution-là. Donc après il y a bien sûr Initiative Vraie-Loire qui intervient pour tout ce qui est prêt d'honneur. Après, on peut faire appel aux plateformes de financement participatif, le crowdfunding, de différentes formes. Moi, je travaille avec celles qui prêtent l'argent et qui s'occupent elles-mêmes de collecter les fonds auprès de particuliers ou d'entreprises. Et ça peut venir également en complément de ce financement. Et ensuite, suivant les types de métiers, et il y a, si on prend par exemple la restauration, il y a également les brasseurs qui peuvent intervenir sur le financement. Donc on reste quand même classiquement principalement sur du financement moyen long terme avec du crédit bail. Et après, il y a le financement court terme, qui est notamment la TVA, faut pas l'oublier. Parce que quand on s'installe et qu'on a fait les travaux ou autres, on paye tout TTC et la TVA, on le récupère par la suite. Il y a souvent un décalage. Oui. Donc il y a ce financement court terme qui peut intervenir pour le relais de TVA. Je ne sais pas si j'ai bien répondu et si c'était bien le sens de ta question. Alors oui, en tout cas, ça a permis de pouvoir donner un petit peu plus d'informations sur ce qu'est le crédit pour le financement. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de questions sur ce qui a pu être évoqué jusqu'à présent. Soit on est très bon et donc on a répondu à toutes les demandes de tout le monde, je ne doute pas de notre efficacité, hein, ou alors les gens sont un peu timides et n'osent pas vraiment poser de questions ou ne sont pas intéressés, ce que je doute quand même. Dans la création d'entreprise, ce serait dommage de ne pas être intéressé par un financement bancaire. Donc voilà. Je vais juste en profiter du coup pour faire un petit rappel sur les différentes formes de financement en dehors des crédits bancaires parce que justement, c'est hyper important. On en a évoqué le point tout à l'heure. Il y a bien sûr des financements alternatifs de prêt à taux zéro, ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Donc, Initiative Eure-et-Loir a ce dispositif-là, mais est aussi un intervenant d'autres organismes qui mettent de l'argent sur la table au niveau national et qui nous disent clairement, bon ben voilà, nous on a une somme d'argent à mettre à disposition à des porteurs de projets qui veulent créer ou reprendre une entreprise et on vous laisse gérer toute cette partie analyse du projet, de savoir s'il y a une viabilité sur le projet et si vous en êtes d'accord, eh bien nous on leur mettra à disposition de l'argent sous forme de prêt d'honneur également qui complétera votre financement à vous. Donc, je pense notamment à la BPI pour laquelle aujourd'hui on intervient. Et donc, notre comité d'agrément permet de pouvoir accéder à différents financements, Initiative Eure-et-Loir, mais aussi autres comme la BPI, de prêt à taux zéro. On utilise, je veux dire, on est aussi très actif sur d'autres moyens de financement, sur des subventions qui peuvent être locales et pour lesquelles des différentes communautés de communes nous mettent à disposition des fonds pour qu'on puisse accompagner des porteurs de projets qui s'installent à tel ou tel endroit. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à demander si au niveau de la collectivité locale ou de la communauté de communes, il y a des dispositifs qui sont mis à disposition des porteurs de projets qui veulent s'installer parce qu'on a toujours moyen de pouvoir peut-être soulever des fonds. Mais si on ne demande pas, on n'a rien. Le fait est qu'on entend souvent des porteurs de projets qui disent « Oh, je ne savais pas que ça existait » ou « Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ». Mais quand on leur pose la question sur « Est-ce que vous êtes renseigné sérieusement ?» Non, je ne sais pas. Alors, le « je ne sais pas », ce n'est pas une réponse quand on est porteur de projet. Il faut toujours essayer d'aller chercher des informations. On n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Mais par contre, on est on doit être en tant que porteur de projet, futur chef d'entreprise, être en capacité d'aller chercher une information auprès
de personnes comme toi, tout simplement, de personnes comme Initiative Eure-et-Loir. Nous sommes un organisme qui sommes là pour aider à la création, à la reprise et même au développement d'entreprises. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter, même pour une question qui peut être bête à l'origine, sachant que j'entends bien, aucune question n'est bête, mais on assimile souvent une simplicité d'une question à une idiotie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment aller plus loin et aller chercher des informations en tant que porteur de projet. Surtout en ce qui concerne les subventions, parce que beaucoup d'organismes sont susceptibles de verser des subventions. C'est vrai que je répondais un peu là-dessus, que ce soit au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des communautés de communes. Parfois, il y a des budgets qui apparaissent, mais aussi auprès de, je pense au bar tabac, auprès des douanes, qui peuvent également apporter subventions lorsqu'il y a des travaux pour sécuriser les lieux. C'est CPM aussi, les restaurateurs, quand ils investissent du matériel qui va améliorer la sécurité des salariés. Il y a même oui, il y a énormément de sources de subventions. Donc, il faut être effectivement très, très curieux et pas hésiter à se rapprocher de personnes qui peuvent orienter et puis après creuser, chercher au maximum. On est surpris de voir, parce qu'on peut se dire c'est pas grand chose, c'est peut-être 3 000 euros, mais 3 000 euros d'un côté, 6 de l'autre, 5 par là. On arrive vite à 15, 20 000 euros de subvention et ça peut changer la donne pour un dossier. Tout à fait, sachant qu'on est bien dans un dispositif là de subvention. Et une subvention, Oui. c'est quelque chose que l'on ne rembourse pas. Nous, on a de la trésor à prêter à taux zéro, mais on nous le rembourse. Mais c'est très bien parce que ça abonde une trésorerie sur le départ, on peut avoir des différés, des choses comme ça. Et c'est super important. Mais de l'autre côté, d'aller chercher une subvention, c'est d'autant plus important parce que là, c'est de l'argent qu'on nous donne directement. Donc voilà, je pense qu'un bon projet financier, c'est un projet sur lequel on s'est posé, on a pu analyser les besoins du porteur de projet, qu'on a pu analyser les moyens de le financer, si le porteur de projet met ou pas de l'argent sur la table, mais au moins s'il veut être crédible en termes d'investissement auprès de la banque, il faut quand même un minimum mettre de l'argent. Aller chercher des financements alternatifs comme le prêt à taux zéro qui peut être fourni par le prêt Initiative Eure-et-Loir ou même d'autres dispositifs BPI. Il peut y avoir aussi du coup des financements via des subventions que on peut aller chercher si on a les informations des souhaits des porteurs de projets. Et c'est vrai que BPI également c'est un financeur important qui a un catalogue d'offres qui est énorme, donc qui peuvent aussi intervenir dans certains cas. Donc c'est le cas aujourd'hui avec les prêts d'honneur, mais après il y a d'autres domaines où ils investissent énormément. Tout à fait. Eh bien voilà, je crois qu'on on a fait le tour. Il n'y avait pas de questions, mais au moins on a pu essayer d'échanger. Et puis j'espère que d'autres personnes regarderont cette vidéo et auront des réponses à leurs questions. Surtout, je pense que si vous avez même par l'avenir d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Stéphane, tu es disponible de toute façon pour toute personne qui a un projet. Tout à fait. Tout à fait disponible pour recevoir tous ces personnes-là, même si c'est juste pour des renseignements. Je suis disponible également pour ça. Très bien. Et bien sur ce, je pense qu'on va pouvoir arrêter là puisque personne n'a de questions. Super. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir assisté au Facebook Live et je te remercie de l'animation. Merci à toi Stéphane d'être intervenu, d'avoir donné tous ces bons conseils et toutes ces précisions qui, j'en suis sûre, pourront répondre, pourront aider les porteurs de projets. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.